Bonsoir à tout le monde. Le premier réflexe que vous avez comme d'habitude, c'est de partager au maximum. La communication de ce soir va porter sur les différents clans et groupuscules du gris à gris et leur soutien au sein de l'armée camerounaise. Donc, si vous voulez comprendre les enjeux du gris à gris qui se dessinent devant nos yeux, alors je vous prie de rester sur cette page de la brigade anti-Sardina de Douala, parce que tout à l'heure, nous allons procéder à un décryptage de, du gris à gris qui est en cours au Cameroun. Donc, s'il vous plaît, le premier réflexe que vous avez, c'est de partager au maximum, s'il vous plaît. C'est de partager au maximum, partager au maximum. Le direct de ce soir est également intéressant à plusieurs titres. Vous savez, il se trouve que le Fonds monétaire international a conditionné le financement du régime euh, par, disons que le Fonds monétaire international a décidé de continuer à financer le régime si et seulement si le régime euh, poursuivait les ministres qui sont rendus coupables de détournement des fonds du Covid mis justement à la disposition du gouvernement camerounais dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Et donc, par rapport à cela, il se trouve que la situation qui prévalait avant que le FMI ne décide de conditionner son aide à la poursuite des personnes ou alors des membres du gouvernement camerounais qui auraient commis qui se seraient rendus coupables, disons-le tout simplement, de détournement de fonds publics. Cette situation s'est aggravée dans la mesure où il y a un climat de suspicion qui règne. Le but de ce direct est, comme vous pouvez voir dans l'intitulé qui s'affiche sur la page, le but, direct, le but du direct est de clarifier les différents clans et groupuscules du gris à gris et leur soutien au sein de l'armée camerounaise. Vous devez être bien informé sur ce qui se déroule actuellement à la tête du pays. Vous devez comprendre les positionnements des groupuscules qui s'organisent dans le cadre de la succession de Paul Biya. Et donc, le direct de ce soir va porter essentiellement sur ces différents clans qui sont en train de se positionner et qui ne se font pas de cadeaux. Pendant que le peuple il est en train de dormir, pendant que le peuple est en train de se laisser voler ses droits, eh bien ceux qui sont en train de procéder à ce vol sont en train de s'organiser dans l'optique de succéder à Paul Biya sans pour autant demander l'avis du peuple camerounais. Donc, s'il vous plaît, partagez au maximum. Aussitôt que nous sommes une trentaine, je veux dire, on est
déjà actuellement. Si chacun fait un petit tour et partage, nous serons rapidement une cinquantaine et là on pourra commencer. Vous savez, ce qui se déroule actuellement au Cameroun, ce n'est plus un scandale. On a dépassé l'étape du scandale. On a atteint un autre niveau que l'on pourrait comparer tout simplement à une destruction de la société camerounaise. Le Cameroun se trouve à un tournant décisif de son histoire. Et notre pays, si nous ne faisons pas attention, va plonger dans une autre dimension. Qui va définitivement détruire à jamais la société camerounaise. Notre avis au niveau de la brigade anti-Sardinas de Douala, c'est que on s'approche beaucoup plus de la situation qui prévaut aujourd'hui en Somalie. On s'approche d'une guerre tribale aux conséquences incalculables. Donc je dis, s'il vous plaît, une fois que vous êtes sur le direct, partagez au maximum. Malheureusement, pour ceux d'entre vous qui viennent sur ce direct, parce qu'ils espèrent que l'on leur raconte des histoires, que l'on s'attaque à d'autres combattants, ou alors que l'on s'occupe des culottes, des histoires du bas-ventre. Je suis désolé, notre direct ne concerne pas les histoires du bas-ventre. Notre direct concerne la conscientisation des masses camerounaises. C'est pourquoi je vous demande de partager en direct de ceux qui sont au Cameroun. Nous sommes sur place au Cameroun. Nous avons décidé de prendre des risques parce que nous estimons que à un certain moment, il faut avoir le courage de ses convictions et prendre les risques que nous sommes en train de prendre. Si vous n'avez pas le courage de vos convictions, si vous n'avez pas la force de défendre vos convictions, qui le fera à votre place? Ce n'est certainement pas les Sardinas. Ce n'est certainement pas les fils des pontes du régime. Ils s'en moquent. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, dans le Cameroun, dans lequel nous vivons tous, le général Semengue, son feu fils avait le grade de colonel. Il avait le grade de colonel parce qu'il envisageait de devenir général au même titre que son père. Vous avez Joseph Ouna, ancien ministre, ancien administrateur de la FECAFOOT, professeur d'université. Son fils Meyon, Mathias Eric Ounangini, est également devenu professeur d'université. Vous avez Famondongo, dont le fils est, je crois, premier ou deuxième adjoint préfectoral dans le littoral, et qui est devenu aussi enseignant comme son père. Je pourrais continuer à vous citer autant de hautes personnalités de la minorité tribale qui gère le Cameroun depuis maintenant 40 ans, et leurs rejetons, qui ont décidé de remplacer leur père dans l'administration publique camerounaise. René Sadi, le fils de René Sadi, est sous-préfet, quelque part. Vous voyez? Le gré à gré s'est déjà installé au sein de l'administration camerounaise. C'est une réalité. Maintenant, il s'agit de préparer le gré à gré au sommet de l'État. Et c'est ça qu'on est en train de vouloir passer devant nos yeux. Et donc, la particularité de ce direct, c'est de vous faire comprendre les grands enjeux. C'est de vous décrire les différents clans
et groupuscules du gré à gré et leur soutien au sein de la Grande Muette, au sein de l'armée camerounaise. Donc commençons. Vous savez, j'ai décidé ce soir de ne pas faire dans la dentelle. Vous savez qu'au Cameroun, le pouvoir, c'est d'abord une question de tribu. Le pouvoir, c'est d'abord une représentation tribale. C'est le type de pouvoir que Biya a voulu. Et c'est pourquoi, dans la description des différents clans et groupuscules que je vais faire tout à l'heure, je vais parler des grands groupes tribaux qui composent ces clans du pouvoir. Je tiens à vous rappeler que le prédécesseur de Paul Biya, Amadou Ahidjo, on a beau dire n'importe quoi, il n'était pas si tribaliste, il ne s'appuyait pas si sur sa tribu pour gouverner le Cameroun. La grande qualité d'Amadou Ahidjo, c'est que Amadou Ahidjo avait une certaine vision du Cameroun. Amadou Ahidjo avait une certaine idée du Cameroun. Loin de moi l'idée de vouloir apprécier ou alors de vouloir faire d'Amadou Ahidjo un grand homme politique. Non. Mais c'est que, contrairement à Paul Biya, il avait une vision politique du Cameroun. Et même quand il a quitté le pouvoir, il a refusé de s'enfermer sur sa tribu afin de permettre une transition intertribale de sa tribu Peul du nord Cameroun vers la tribu ou alors vers le groupe Béti et Kan dans le sud Cameroun. C'est quand même l'une des grandes caractéristiques d'Amadou Ahidjo qu'il faut reconnaître. On peut discuter sur ce que fut l'homme politique Amadou Ahidjo. On peut discuter sur l'héritage d'Amadou Ahidjo. Mais on doit reconnaître quand même qu'il avait une certaine vision du Cameroun et qu'il ne s'est jamais laissé enfermer dans une structuration tribale du pouvoir telle que l'a fait M. Paul Biya aujourd'hui. Donc sans plus tarder, et comme je l'ai dit, je vais désigner ces grands groupes par rapport à leur configuration tribale. Parce que comme j'ai dit, la configuration tribale dans le schéma de gouvernance de Paul Biya s'opère d'après les grands groupes tribaux qu'il y a au Cameroun. Voilà la vérité. Donc commençons par le clan Boulou. Je vais vous décrire systématiquement ce que je vais faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner le grand groupe tribal, le clan, la tribu ou la famille. Et ensuite, je vais vous indiquer le soutien de cette famille tribale au sein de l'armée camerounaise, afin de faciliter votre compréhension. Donc, je commence par le clan Boulou. Le clan Boulou, vous savez, Paul Biya est originaire du sud du Cameroun. Paul Biya, c'est un Boulou. Et il appartient au grand groupe tribal Béti et Kan. Et donc, ce groupe qui estime que le pouvoir qu'Amadou Ahidjo a remis à Paul Biya en procédant à ce que l'on pourrait appeler une transmission intertribale de sa tribu Peul du Grand Nord du Cameroun vers le groupe Béti et Kan du Grand Sud du Cameroun. Donc, le groupe Boulou estime que après Biya, ce sera un Boulou.
Je dis bien, beaucoup d'entre vous s'attendaient à ce que je dise que après Biya, ce sera un Biya. Non. Il y a cet aspect. On en parlera plus tard. J'ai pris des notes par rapport à cela. Je vais vous expliquer ça plus tard. Il y a d'abord, comme je l'ai dit, le groupe Boulou, autour duquel s'est bâti le grand groupe Ekambeti, et qui a la prétention de maintenir le pouvoir camerounais dans le giron de ce groupe. Ce groupe est composé de Femme Ndongo, de Louis-Paul Motazé, de Betty Assomo, de Bagangeli. Pour vous rappeler, ce premier groupe occupe les postes les plus importants. Je veux dire, lorsqu'on parle des postes, disons-le tout simplement, des postes stratégiques au Cameroun, Femme Ndongo est ministre de l'Enseignement supérieur, Betty Assomo est ministre de la Défense, Lupo Moutazi est ministre des Finances, Bagangele est ce que l'on pourrait appeler le ministre de l'Intérieur, parce que c'est lui qui est à la tête de la police. Il trône à la tête de la police et des renseignements généraux camerounais. Et donc, vous voyez donc que ce premier groupe occupe tous les postes stratégiques. Il occupe tous les postes stratégiques parce que justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, Biya a toujours eu une conception tribale du pouvoir. Pour lui, le pouvoir se définit d'après la tribu. Beaucoup vont se poser la question de savoir, mais comment en est-on arrivé à ce que Biya ait une conception tribale du pouvoir? Pour cela, il faut comprendre les différents coups d'État auxquels Biya a dû faire face lors de son arrivée au pouvoir. Et ces différents coups d'État ont amené Biya à se refermer sur lui-même et à croire qu'il n'y a que les membres de sa tribu qui pourraient le protéger. Ceci dit, cela ne justifie pas son repli tribal. Cela justifie la petitesse de l'homme Biya. Cela explique le fait que Biya est un homme petit d'esprit parce qu'il n'a pas su transcender ces différents coups d'État. Il a cru que ces coups d'État étaient fomentés par les nordistes afin de lui arracher son pouvoir à lui, Paul Biya, qui était du Sud. Or, ce qu'il ignore en ce moment, en se refermant, c'est que c'est justement, il tient son pouvoir des nordistes. Et que les coups d'État qui vont suivre le départ d'Amadou Ahidjo, c'est le résultat du fait que les nordistes au sein de l'armée n'acceptent pas d'avoir perdu le pouvoir pour quelqu'un du Sud. Donc, ce qui ne pourrait pas, à notre sens, à mon sens, justifier le fait que Biya se referme pour redistribuer les cartes au sein de sa famille tribale. Donc, je le disais encore, je vais reprendre encore les noms. Donc, nous avons le clan Boulou. Quand je parle de clan Boulou, j'inclus ici le groupe Betty Ekan. Parce qu'en fin de compte, si Femme Ndongo et lui, Paul Motazé, sont originaires du Sud, sont également des Boulous, comme Paul Biya, Bagangele et Betty Assomo ne sont pas... ils sont du centre. Hein. Je peux me tromper, mais je crois que Bagangele et Betty Assomo sont du centre. Et que c'est leur proximité sociologique avec les Boulous. Parce que quand vous voyez lui, Paul Motazé aux finances, il détient les finances, et Betty Assomo au ministère des Forces armées, il détient les armes. Les deux se complètent très bien.
Donc, ce clan Boulou estime que après un Boulou, ce sera un Boulou à la tête du pouvoir. Maintenant, je vais vous parler du relais de ce groupe au sein de l'armée. Le groupuscule que je viens de décrire tout à l'heure, là, les noms des personnes que je viens de citer tout à l'heure, ont un groupuscule au sein de l'armée qui est représenté par René Claude Meka, le chef d'état-major des armées au Cameroun. Vous savez qui c'est. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin sur René Claude Meka. René Claude Meka est le soutien de ce premier groupe clanique des Boulous qui regroupe à son sein les Bétiékans. Donc, soutien militaire, vous notez René Claude Meka. Ça, c'est le premier groupe. Maintenant, je vais vous expliquer la différence qu'il y a entre ce groupe Boulou et le groupe de soutien autour de Franck Biya, le groupe des franquistes qui est né ces derniers temps et qui fait fureur dans les réseaux sociaux. Il est très important de différencier à ce niveau ces deux groupes. Vous avez les fameux Ndongo qui estiment que Paul Biya, après 40 ans de pouvoir, ne peut pas transmettre le pouvoir à son fils, Franck Biya. C'est pourquoi il y a eu, ces derniers temps, dans les réseaux sociaux, un groupe qui est apparu. Le groupe des famistes. Le groupe des famistes pour dire que le groupe qui soutient Fameux Ndongo. Donc vous voyez que, au sein de ce que l'on pourrait appeler le groupe écran Betty, on a une sorte de scission qui s'est créée. D'un côté, le groupe Boulou, qui pense qu'après un Boulou, ce sera un Boulou. Et à côté de ce groupe Boulou, qui pense qu'après un Boulou, ce sera un Boulou, vous avez le groupe qui pense que après Biya, ce sera un Biya. Après Paul Biya, ce sera Franck Biya. Le groupe autour de Franck Biya est beaucoup plus hétérogène. Vous savez, Alamine Ousmane Mey, l'actuel ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, doit son poste à Franck Biya. C'est-à-dire qu'il a été nommé ministre des Finances, c'était grâce à Franck Biya. Et lorsqu'il est maintenu après le remaniement et qu'on l'envoie au ministère de l'économie, c'est Franck Biya. C'est le ministre de Franck Biya dans le gouvernement de Paul Biya. Donc, Alamine Mey, je reprends encore, actuellement ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Il a un super ministère. Vous vous rendez compte, ce ministère regroupe à lui tout seul 3 autres ministères. C'est un super ministère. C'est-à-dire que c'est en même temps le ministère de l'économie, c'est en même temps le ministère de la planification et c'est celui de l'aménagement du territoire. C'est un super ministère qui a été créé et on a demandé à Franck Biya de nommer quelqu'un de son choix qui s'est porté sur Alamine Ousmane Mey. Donc vous comprenez que le groupe au sein de Franck Biya est un peu plus hétérogène. Vous avez à l'intérieur des bêtis qui ne veulent rien à faire, qui ne veulent rien avoir à faire avec le clan Pu Boulou.
Franck Biya est également soutenu par Mathias Eric Ounangini, qui est également du grand groupe Betty-Camp. Franck Biya est soutenu par Cabral Libi, ce pseudo-opposant de Pakoti, qui vient encore de faire mal du côté de Macaque, là où il a mis à la disposition des populations une pirogue qui est en train de prendre de l'eau du côté de Macaque, qui n'a jamais fonctionné. Et pour cela, il a arnaqué près de 5 millions aux quelques naïfs qui continuent à le suivre. Franck Biya est soutenu par Espoir Matomba. Et Franck Biya est soutenu par N'Djamen. L'économiste Dieudonné Essomba, c'est un soutien de Franck Biya. Le groupe autour de Franck Biya, c'est un groupe beaucoup plus hétérogène. Ce n'est pas un groupe purement Betty et Camp, comme dans le premier groupe Boulou que je vous ai décrit là tout à l'heure. C'est un groupe qui est beaucoup plus hétérogène parce qu'il recrute non seulement au sein de la famille nucléaire de Franck Biya des personnalités telles que Dieudonné Essomba, l'économiste que vous connaissez, qui passe tout son temps à insulter le professeur Maurice Kamto. Mais également, vous avez le ministre des Finances. Non, disons l'ancien ministre des Finances, aujourd'hui devenu ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire, M. Alamine Ousmane Mey, et tous ces pseudo-opposants que vous connaissez, avec comme tête de liste M. N'Djamen, Cabral Libi, Matomba, même Joshua Oshi du SDF est un soutien caché de Franck Biya. Le directeur du cabinet civil de la présidente de la République, c'est un soutien de Franck Biya. Donc vous voyez que dans le grand groupe Écran Betty, vous avez le groupe des boules pures qui disent qu'après un boulot, c'est un boulot. Également dans ce grand groupe des boulous, vous avez ceux qui sont pour une lignée patrilinéaire, à savoir transmission du pouvoir du père au fils. Un Biya va remplacer un Biya. Vous comprenez donc les soutiens. Comme je vous ai dit, d'un côté, Boulou va remplacer un Boulou. Je reprends encore. Les Boulous qui veulent un Boulou. Vous avez lui Paul Moutazé, vous avez Betty Assomor, vous avez Bangangele, vous avez Famundongo. Et maintenant, il y a une scission dans ce grand groupe Boulou. Il y a ceux qui s'alignent sur les positions d'une transmission patrilinéaire du pouvoir et qui voudraient voir un Biya succéder à Biya, à savoir Franck Biya qui soutient Franck Biya qui reçoit le pouvoir de son père, Paul Biya. Dans ce groupe-là, je l'ai dit, c'est un groupe hétérogène. Vous retrouvez presque tout le monde à l'intérieur. Vous avez les Betty, les Bamileke, les Bassa, les anglophones, les nordistes. Et ce soutien, pour le concrétiser dans les faits, c'est d'abord M. Alamine Ousmane Mey, qui est le ministre qui représente Franck Biya au sein du gouvernement nommé par Paul Biya. Donc, il y a d'abord, comme je l'ai dit, Alamine Ousmane Mey, Cabral Libi, Mathias Eric Ounangini, et surtout, cet économiste que vous connaissez, qu'on ne présente plus, Dieudonné Essomba. Maintenant, les pseudo-opposants de Pakoti, Cabral Libi,
Hmm? Oui, Cabral Libier est là. Matomba est là. Joshua Oshi. Célestin Djamel. Et comme ministre au sein de ce gouvernement qui soutient la candidature de Franck Biya, vous avez Grégoire Ouna. Je dis bien Grégoire Ouna, pas Joseph Ouna. Parce que c'est deux personnes différentes. Donc Grégoire Ouna, le directeur du cabinet civil. Voilà le deuxième groupe, le deuxième clan. Et maintenant, je vais vous parler du soutien militaire de ce deuxième clan. Le soutien militaire de ce deuxième clan, c'est le colonel de la garde présidentielle, M. Raymond Charles Békou Abondor. C'est lui le commandant de la garde présidentielle, c'est lui le commandant de la GP. C'est lui qui a la tête des GPistes. Je n'ai pas besoin de vous présenter qui est la GP. La GP, vous le savez, la GP à côté du BIR, c'est les meilleurs groupes d'armes. Les experts dans le domaine militaire estiment que la qualité de l'armement qui se retrouve au sein de la GP est hyper médiocre. Ils sont mieux armés que l'armée républicaine camerounaise. Donc, le soutien de Franck Biya au sein de la Grande Muette est incarné par celui qui a la charge de la protection du président de la République, de facto du Cameroun, le colonel de la garde présidentielle, Raymond Charles Békou Abondon. Vous allez vous rendre compte qu'au sein de la GP, c'est un corps d'armée qui n'a toujours eu que des commandeurs qui étaient boulous, ou alors qui venaient du grand groupe Betieka. Je vais vous citer les différents commandeurs que la GP a eu jusqu'à ce jour. Donc, je vais vous parler des prédécesseurs de Raymond Charles Békou Abondo. Donc, Raymond Charles Békou Abondo a succédé à Raymond Etoundi Soué, qui lui-même a succédé à Jean Mendois. Jean Mendois lui-même a succédé à Jean-Paul Mengo. Et Jean-Paul Mengo a pris la place de Titus Sebogo, le célèbre colonel Titus Sebogo, qui alla en retraite et plus tard, qui est mort dans des conditions assez quand même bizarres. Donc je dis, vous allez vous rendre compte que le soutien de Franck Biya, il le doit au fait que Raymond Charles Békou Abondor, c'est quelqu'un qui est loyal à Paul Biya. C'est pour cela que Raymond Charles Békou Abondor est prêt à servir Franck Biya, le fils de Paul Biya. Donc, Franck Biya est soutenu par toute la puissance militaire de la GP. Tandis que le groupe autour de Fameux Nongo, lui Paul Motazé, Betty Assomo et Mbangangere, comme je vous l'ai dit, est soutenu par René Claude Meka. Voilà les deux premiers groupes que nous avons analysés en près de 20 minutes et leur soutien au sein de l'armée. Parlons maintenant du troisième groupe que moi je vais appeler le clan des Nanga. Le clan des Nanga, vous savez, la première dame du Cameroun est originaire de Nanga Boko. Ce n'est un secret pour personne. Et cette première dame, une fois qu'elle a été l'épouse de Paul Biya,
elle a fait son trou petit à petit, comme on dit au Cameroun. Et il se trouve que elle a essayé, tant bien que mal, de mettre des personnes à elle, à des postes clés, dans les différents ministères, et surtout aussi au sein de la présidence de la République. Euh, ce n'est un secret pour personne que Ferdinand Gongo doit son poste de secrétaire général de la présidence de la République à Chantal Biya. Ils sont de la même proximité sociologique. Je n'ai pas besoin de vous dire que voilà, cette proximité sociologique entre Ferdinand Gongo et la première dame est un fait. C'est tous des Nangas. Afin de s'assurer un soutien dans la hiérarchie militaire ou alors dans l'armée, Chantal Biya a réussi à faire nommer Gala Setoga au secrétariat d'État à la gendarmerie. Et vous savez que le secrétariat d'État à la gendarmerie, bien que les gendarmes sont également des militaires, les gendarmes sont une sorte de contrepoids à la machinerie militaire qui est représentée ici par René Zemeka. Donc vous allez comprendre une chose. Vous avez l'armée camerounaise, l'armée régulière, les militaires. Ils ont à leur tête Betty Assomo, qui lui-même tient ces directives du président de facto du Cameroun, Paul Biya, s'il est encore en vie. Et maintenant, dans chaque grande démocratie, pour s'assurer qu'il y a un contrepoids à l'armée, en France, par exemple, vous avez la gendarmerie nationale. Et bien, au Cameroun, on a également la gendarmerie nationale, qui est une sorte de contrepoids à l'armée régulière. Bien que les gendarmes sont par définition d'abord des militaires, mais c'est encore au sein de l'armée camerounaise qui est commandé pas par le ministre de la Défense, mais par un secrétaire d'État à la gendarmerie qui s'appelle en l'espace, qui s'appelle dans ce cas de figure Gala Setoga. Et Gala Setoga, c'est un affilié. Gala Setoga, c'est un affilié. C'est un affilié de la grande dame. C'est quelqu'un qui doit cette position. C'est un affilié de la première dame, autant pour moi. C'est quelqu'un qui doit cette position à Chantal Biya. C'est grâce à Chantal Biya qui se retrouve au secrétariat d'État à la Défense, chargé de la gendarmerie. Donc, je reprends encore. Le camp Nanga est composé de Chantal Biya, du ministre secrétaire général, donc du ministre d'État secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Gongo, de Gala Setoga et de tous les autres dans cette lignée-là. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Vous savez de qui il s'agit. Maintenant, ce troisième groupe, vous allez me poser la question de savoir quel est leur soutien militaire. Ils ont un très bon soutien militaire. Hein. Ils ont leur soutien militaire en la personne de Eran Moas. Eran Moas, c'est le général israélien qui est à la tête du BIG. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, Ngongo, toute sa famille se trouve en Israël. Hein. Les membres de sa famille passent les vacances en compagnie de l'épouse d'Eran Moas. Donc, il y a une alliance politico-militaire qui s'est liée entre Chantal Biya, Ngongo et le général israélien, le général du BI israélien, Eran Moas. Dans le soutien militaire du groupe des Nanga, c'est le général israélien Eran Moas.
Vous voyez, voilà une troisième structure qui est prête à prendre le pouvoir lorsque le moment viendra. Tous ces groupes que je viens de citer, le premier groupe, ou alors le premier clan, le clan des boulots purs, ou alors le clan des biaïstes purs, et maintenant le clan de la première dame du Cameroun, tous ont leur soutien dans l'armée. Vous voyez qu'au sein de l'armée camerounaise, on a une division qui épouse les intérêts de chacun de ces clans. Donc, lorsque Franck Bialu est soutenu par le colonel Raymond Charles Beko Abondo, c'est-à-dire le chef de la GP, Chantal Biya et Ferdinand Gongo sont soutenus par le général Eran Moas, le chef du bataillon d'intervention rapide. Vous savez très bien que, de même que la GP dispose des armes les plus modernes au Cameroun, et qu'il est commandé par le colonel de la garde présidentielle Raymond Charles Beko Abondo, de même aussi, le BIR, la brigade d'intervention rapide, dispose des équipements les plus modernes au Cameroun. Donc, voilà deux éléments qui vous permettent de comprendre que ces deux clans sont les clans les plus puissants. À côté du troisième clan qui est celui de Famondongo, Louis-Paul Motazé, Betty Assomo, Mbangangele, qui ont leur soutien au sein de la police nationale et de l'armée nationale, à la tête duquel trône un certain René Claude Meka. Comprenez bien les grands enjeux. Maintenant, parlons un peu du camp anglophone. Et parlons du camp anglophone, je voudrais vous faire part d'un petit incident qui a eu lieu il y a quelques jours. C'était du côté de Douala. Vous êtes au courant du fait que le JICAM avait prévu de rencontrer, ou alors avait prévu une séance de travail avec le ministre de la Justice. C'était dans les locaux du JICAM à Douala. Au dernier moment, le ministre de la Justice a décidé de se faire représenter à cette réunion par Momo Jean de Dieu. Le JICAM, vous le savez, a estimé que, compte tenu du caractère sulfureux de Momo Jean de Dieu, je vous rappelle les propos, je vous rappelle les propos qu'il a tenus sur les Bamileke et sur les Juifs, et qui ont même valu une condamnation, qui a valu une protestation de la part de l'ambassadeur d'Israël au Cameroun. Donc je vous épargne tout ça. Donc le JICAM a estimé que non. Si ce n'est pas Laurent Isso qui peut venir en personne, alors Momo n'a pas besoin de venir. Alors pour ne pas froisser le JICAM quand même c'est un groupe patronal qui emploie près de 70% des salariés au Cameroun. Alors pour ne pas froisser le puissant syndicat des patrons, le premier ministre chef du gouvernement, Dion Ngouté, a décidé de se rendre
donc le Premier ministre chef du gouvernement illégitime, parce qu'il faut bien préciser, a décidé de se rendre en lieu et place du ministre Laurent Esso à cette rencontre avec le JICAM. Et le fait le plus curieux, le fait le plus marquant de cette rencontre, c'est que, avant qu'il n'arrive sur les lieux, avant que le Premier ministre Dion Ngouté n'arrive sur les lieux, il y a eu un protocole, un service de protocole, je présume du Premier ministère qui est arrivé et a mis de côté le tapis que le JICAM avait prévu et sur lequel devait marcher le Premier ministre, a déployé son propre tapis. Dans ce groupe-là, ce groupe de protocole du Premier ministère a déployé le tapis sur lequel Dion Ngouté devait marcher. Ils ont sorti le fauteuil sur lequel Dion Ngouté devait s'asseoir. Ils ont mis le pupitre en lieu et place du pupitre du JICAM. Ils ont mis un autre pupitre sur lequel le Premier ministre était censé tenir son discours avec le micro. Je dis, on a changé jusqu'au micro. Cet événement devrait attirer votre attention parce que c'est un événement trop important qui mérite d'être souligné et surtout qui mérite d'être analysé dans le cadre des différents clans et groupuscules du gris à gris et leur soutien au sein de l'armée camerounaise. Et donc, le groupe anglophone auquel appartient le Premier ministre Dion Ngouté, vous le savez tous, au Cameroun, traditionnellement, le Premier ministre est anglophone. Ce n'est pas écrit dans la Constitution, ce n'est marqué nulle part que le Premier ministre ne peut pas être francophone. Mais traditionnellement au Cameroun, la plupart des premiers ministres qui ont été nommés sous Paul Biya sont des anglophones. Alors, M. Dion Ngouté étant un anglophone, la question que nous devons nous poser, c'est de savoir est-ce que les anglophones ont une chance dans la succession du régime Biya? Ils ont bel et bien une chance. Ils ont bel et bien une chance dans la mesure où, lorsque les trois premiers groupes que je viens de vous citer, si d'envergure, ces trois premiers groupes se neutralisent, alors les anglophones ont les meilleures cartes. Je vais vous dire pourquoi est-ce que les anglophones ont les meilleures cartes. Ils ont les meilleures cartes, pourquoi? Parce que justement, il se trouve que c'est dans les régions anglophones que la contestation au régime est la plus forte. En effet, vous le savez tous, les anglophones ont pris des armes. Ils ont décidé de créer l'État d'Ambazonie. D'aucuns estiment que c'est un État imaginaire. Concédons-leur le fait que cet État peut être imaginaire. Mais seulement, la réalité des faits, c'est que les anglophones sont passés maîtres dans l'art de poser des bombes sophistiquées. Si bien que l'armée camerounaise ne se rend plus à certains endroits dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et donc, de facto, les anglophones sont devenus maîtres dans leur pays. Ils sont devenus maîtres dans leur état imaginaire. Alors, il se fait une idée au sein de ces clans-là, au sein des trois premiers clans. Il se trouve que, vous voyez que, mine de rien, les trois premiers clans que je viens de citer sont capables de se neutraliser. Que ce soit le clan autour de Lupo Motazé et qui est composé de Betty Assomo, de Barangere, de Famundongo, qui ont leur relais au sein de l'armée à la personne de René Claude Meka. Que ce soit le clan autour de Franc Biya, qui lui est beaucoup plus hétérogène et qui se compose de Alamine Ousmane Mey, de Cabral Libi, de Célestin Djamen, de Joshua Oshi, d'Espoir Matomba, du directeur du cabinet civil, qui est aussi resté loyal au président Paul Biya, de Grégoire Ona, dont la loyauté à Paul Biya n'est plus à discuter, que ce soit ce deuxième groupe, qui est soutenu ici par la garde présidentielle, à la tête duquel trône un certain Raymond Charles Beko Abondon.
Que ce soit le groupe autour de Chantal Biya, qui est composé en majorité des Nanga, venus de l'Est du Cameroun, avec Ngongo Ferdinand, Gala Setoga, et qui a comme soutien militaire le général du BI, Eran Moas. Vous voyez que si d'envergure, ces trois groupes devaient se neutraliser, parce que la garde présidentielle est sensiblement aussi mieux équipée que le bataillon d'intervention rapide, tous deux supérieurs à l'armée régulière camerounaise en matière d'équipement. Parce que vous devez comprendre une chose. Si au sein du BI et de la GP, vous avez un effectif de près de 5000 personnes, avec le meilleur matériel militaire qui existe, au sein de l'armée camerounaise, vous avez à peu près 40 000 personnes. Donc, ce que l'armée camerounaise n'a pas en matériel militaire, elle le compense dans sa supériorité numérique. En effet, l'armée camerounaise s'est composée d'à peu près 40 000 à 60 000 hommes. Et la GP, la garde présidentielle, et le BI, les deux entités, c'est à peu près 6 000 hommes. Donc vous voyez ici qu'on a un ratio d'à peu près, disons, 40 soldats pour 6 soldats. Donc 40 soldats, 40 militaires pour 6 soldats d'élite. 40 militaires de l'armée régulière pour 6 soldats d'élite venant du BI ou de la garde présidentielle. Donc vous voyez que, comme je l'ai dit, ce que l'armée camerounaise perd dans la qualité des armes, dans le système d'armement, elle le compense avec sa supériorité numérique sur le terrain. Donc, à peu près 40 000, 50 000 soldats de l'armée régulière contre 6 000 BI et GP. Surtout que la GP, la garde présidentielle et le BI, ils vont se neutraliser parce qu'ils sont sensiblement aussi puissants. L'armée camerounaise, même si elle le veut, elle ne dispose pas de moyens pour vaincre et le BI et la GP, même si elle décide de les prendre individuellement. Donc, dans le cas où ces trois entités devraient se neutraliser, la quatrième alternative serait ici le groupe anglo-saxon, qui est composé du Premier ministre Dion Ngouté, de M. Atangandi et de tous ces ministres anglophones. Navalona Nyonga, du ministère de l'enseignement secondaire, et tout leur relais là. Eux, ils ont de très bonnes chances. Ils ont de très bonnes chances parce que, comme je l'ai dit, la contestation armée contre le régime de Biya est mieux structurée dans leurs deux régions d'origine. Et donc, ils seraient plus légitimisés par cette contestation. C'est-à-dire, au lieu de céder à la pression d'un Field Marshal, au lieu de céder le pouvoir à Field Marshal, Biya, lui, il préférerait céder le pouvoir à Dion Ngouté. Ou alors à Tangandi. Surtout que dans le cas actuel, dans la configuration actuelle, Tangandi a perdu beaucoup en notoriété. Vous savez pourquoi? Et surtout, Tangandi a un passé très sulfureux. C'est un ancien bandit qui a massacré son frère et qui a récupéré les diplômes de son frère et qui travaille aujourd'hui avec les diplômes de son frère. La brigade anti-Sardina de Douala, l'an passé, a organisé un grand direct où nous avons dit qui était Tangandi. Nous avons allé rechercher le direct de l'an passé. On vous a précisé de quelle façon il était parvenu à se faire nommer au niveau de la présidence de la République. Nous avons dit à l'époque que c'était une sorte de confusion qui s'était installée parce qu'il avait un nom à consonance biti et que plus tard, on s'est rendu compte qu'il n'était pas ce qu'il semblait être.
Mais ça faisait l'affaire, puisque ses patrons le tiennent, puisque ses patrons connaissent son passé. Ils savent que quelqu'un comme Atangan dit on peut mieux le manipuler parce que, connaissant son passé, il va se mettre au feu sans discuter. Donc, je disais donc que par rapport à ces trois grands groupes, le groupe anglophone a une chance. Ils ont de très bonnes chances. Là, je me posais la question de savoir, mais comment est-ce que dans mon analyse, j'oublie deux grands groupes tribaux au Cameroun, à savoir les Bamileke et les Wadjo, les Bamileke et les nordistes. Moi, je vais vous dire une chose. Lorsque vous prenez en compte les Bamileke qui soutiennent le régime au sein du gouvernement Biya, vous allez vous rendre compte qu'ils sont trop divisés. Bon, je ne vous parle pas de Nyat Ndifendi et de Madame Koutès qui se disputent la mairie de Baranté. Vous savez un peu ce qui se passe là-bas. C'est un désordre pas possible. Il y a eu quelque temps, je crois que c'était, il y a eu une élection il y a 2 semaines. Et au cours de cette élection, Nyat Ndifendi est sorti vainqueur de l'élection. Je veux dire Nyat, pas Nyat Ndifendi. Le fils de Nyat Ndifendi est sorti vainqueur de l'élection. Et Madame Koutès, qui déteste très cordialement Nyat Ndifendi et toute sa clique, qui pense que dans l'Ondé, il n'y a que elle, Madame Koutès, qui donne les ordres. Vous n'avez qu'à voir les photos où on la voit dans une posture de femme qui soumet les hommes. Je ne sais pas si ça vous a échappé, hein. Allez regarder les photos. La façon dont les collaborateurs de Mme Koutès s'adressent à elle dans une posture respectueuse propre au Bamileke. Cela a suscité un débat dans les réseaux sociaux. Nous, on ne va pas revenir sur cet aspect du débat-là. Ce qui nous concerne, c'est au sein du RDPC, le groupe Bamileke, est-ce qu'il a une chance? La vérité, c'est qu'ils ont 0 chance. Ils ont 0 chance, pourquoi? Parce qu'ils sont trop divisés. Je vous ai parlé de l'antagonisme entre Nyat Ndifendi Marcel et Madame Koutès. Bon, vous allez me dire, bon, il n'y a pas seulement que Nyat Ndifendi Marcel et Madame Koutès. Il y a aussi Nganou Djoumessi. Nganou Djoumessi, lui, est occupé à voler. Nganou Djoumessi, tout son problème, c'est voler. Voler jusqu'à tous les travaux publics. Nganou Djoumessi a son nom. Je ne vous cite pas les stats. Les 3 000 milliards pour la construction des infrastructures sportives. Dans tous les scandales, Nganou Djoumessi a son nom à l'intérieur. Je tiens à vous rappeler que Nganou Djoumessi est le ministre des Travaux publics. Donc en fait, c'est lui qui a la charge de la construction des infrastructures de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour la construction de ces infrastructures, l'État camerounais a mis à la disposition de M. Nganou Djoumessi près de 3 000 milliards. Donc dans toutes les frappes qu'il y a eu dans le cadre de la construction de la CAN, Nganou Djoumessi à l'intérieur. Nganou Djoumessi, lui, est beaucoup plus préoccupé par ramasser autant de milliards qu'il peut. Donc, ce qui fait que la succession de Paul Biya, ça ne l'intéresse pas. Et Koutès, c'est une femme bête, très limitée. C'est une comptable qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Elle, au lieu de se concentrer dans ce qui se passe à Yaoundé, elle est en train de disputer la mairie de Baranté au fils de Nyat Ndifendi Marcel. Donc pour elle, c'est retour aux sources. Alors que les gens sont en train de se positionner à Yaoundé pour prendre le pouvoir, pour arracher le pouvoir. Elle, Madame Koutès, s'entend que Nyat Ndifendi à tout moment peut claquer, à tout moment peut mourir. Vous savez, Nyat Ndifendi est dans un âge très avancé. Et à tout moment, il peut claquer, il peut mourir. Donc Madame Koutès voudrait que, une fois que ce dernier meurt, que ce soit elle qui occupe toute la place dans l'ouest du Cameroun. Vous allez me parler de Momo Jean de Dieu. Momo Jean de Dieu, pour vous dire la vérité, il ne joue aucun rôle. Il n'a aucun soutien. Dans tous les cas, le groupe Bamileke actuellement
au sein du régime, n'a aucun soutien militaire parce que il faut aussi aborder cet aspect. Et je vous ai promis que j'allais aborder cet aspect. Le groupe Bamileke n'a aucun soutien militaire, tout comme le groupe anglophone, au sein du RDPC. Mais dans le NOZO, vous connaissez la situation militaire. Les Ambazouniens sont maîtres chez eux. Hein. Ils sont maîtres chez eux. Ah oui. Ils sont capables de construire des bombes sophistiquées. Au départ, c'était des bombes artisanales qui égratignaient les véhicules du BI et de la GP, ou alors des militaires. Désormais, c'est des bombes beaucoup plus sophistiquées. Beaucoup plus sophistiquées, pourquoi? Parce que leur capacité de destruction réussit à bloquer tous les blindés de l'armée camerounaise. La majorité des blindés de l'armée camerounaise, les Ambazouniens sont capables de les immobiliser. Et donc, je reviens donc pour vous dire que le groupe Bamileke, dans tous les cas, le groupe Bamileke au sein du RDPC, ça a toujours été, je ne vais pas dire des marginaux, parce que lorsque la deuxième personnalité de l'État du Cameroun, de l'État illégitime du Cameroun, est originaire de l'Ouest, M. Ndiaye Ndifendi Marcel, vous allez me dire, ben, ils sont tout près du pouvoir. Non, c'est des petites marionnettes. C'est des gens qu'on a nommés là juste parce que voilà, il fallait qu'on donne une certaine représentativité nationale à cette mascarade que le RDPC est en train de créer. Disons, que le groupe Betty est en train de créer. C'est une illusion qu'on donne et on nomme quelques petits Bamileke malléables là. On leur donne quelques petits strampotins. Comme vous le savez très bien, au niveau du Sénat, c'est le secrétaire général du Sénat qui a tous les pouvoirs. Hein. Et il est originaire de la tribu de Paul Biya. Au niveau du Premier ministère également, le secrétaire général est originaire de la tribu de Paul Biya. Vous le savez très bien. C'est pourquoi tout le monde dit que le Premier ministre, c'est juste le premier des ministres. C'est un poste, c'est un poste honorifique parce qu'en réalité, il n'a aucun pouvoir. Donc je dis, les Bamileke, vous pouvez oublier, Madame Koutès peut faire la mairie de Baranti. La preuve, elle est en train de se battre pour que l'élection de Niat, le fils de Niat Ndifendi Marcel, soit invalidée par le comité central du RDPC. Et Nganou Ndjoumessi, lui, l'a occupé à voler. Hein. Lui, sa profession, c'est voleur. Sur les 3000 milliards qui ont été détournés dans la construction des infrastructures sportives et des installations hôtelières pour accueillir les athlètes, pour accueillir les équipes nationales de football lors de la CAN, vous pouvez être sûr que 1500 milliards sont dans les poches de Nganou Ndjoumessi. Momo Jean de Dieu, dans le groupe Bamileke, il n'a aucun rôle à jouer. Oubliez-le. Il me dit les Bamoun n'ont aucun poste. Les Bamoun ont tout perdu. Les Bamoun font, c'est vrai que les Bamoun sont assimilés au grand groupe des Bamileke, mais eux, ils ont tout perdu. Vous comprenez un peu. Et eux, c'est les malheureux de la face. Maintenant, il y a un quatrième. J'ai parlé de trois, non, cinquième groupe, parce que le quatrième groupe, c'est le groupe des Bamileke. Les nordistes. Le cinquième groupe, c'est le groupe des nordistes. Vous allez me poser la question de savoir, est-ce que les nordistes ont une chance? Je vous le dis tout de go, ils ont une maigre chance. Ils ont une maigre chance parce que si d'envergure, Niat Ndifendi devait mourir, son premier vice-président, c'est un Lamidou, originaire du Nord. Il aura certainement,
la gestion du pouvoir en cas de vacances. Parce que c'est par ordre, comment est-ce que je dirais ça? Par ordre protocolaire, il y a le président de la République, il y a le président du Sénat, il y a le président de l'Assemblée nationale. Donc, si d'envergure, il y a Fendi Marcel, qui est un président du Sénat en mi-temps, si l'envergure devait claquer, son premier vice-président, c'est un Lamido du Nord, c'est lui qui devrait occuper la place de M. Nyandi Fendi Marcel et qui doit assumer la transition en cas de vacance du pouvoir. Donc ça, ils ont quand même une chance. Donc, vous vous rendez compte qu'en fin de compte, lorsqu'on fait les totaux, lorsqu'on fait les sommes, tout est fait pour qu'au sein d'une même tribu, que ce soit dans la variante un boulou remplace un boulou, ou alors dans la variante un bia remplace un bia, vous voyez que tout est mis de façon à ce que le pouvoir reste au sein de la tribu présidentielle. Et c'est ce contre quoi nous allons nous battre. Je vais vous dire pourquoi on va se battre. On va se battre parce que si Biya, qui est plus lettré que son fils Franck Biya, en 40 ans de pouvoir, nous a menés là où nous nous retrouvons aujourd'hui, alors Franck Biya fera plus que pire. Donc c'est d'abord la raison pour laquelle nous devons nous battre. Et nous devons envoyer ce message clair à ceux qui sont à la tête du pouvoir à Yaoundé. Si d'envergure, vous devez remplacer un boulou par un boulou, ou alors un Biya par un Biya, la guerre civile qui sévit dans les régions anglophones depuis maintenant 7 ans s'étendra dans les régions francophones. Je répète, si d'envergure, nous devions avoir une transmission du pouvoir au sein du même clan tribal, ou alors au sein de la même famille. C'est-à-dire, pour cette deuxième variante, une transmission patrilinéaire, une transmission monarchique du pouvoir, de Biya à Biya, ou dans le sens contraire, de Boulou à Boulou. Alors, la guerre civile qui règne depuis 7 ans dans les zones anglophones va s'étendre indubitablement vers les zones francophones avec des conséquences incalculables. Ce sera le sagat-sagat. Nous n'allons pas permettre que Paul Biya cède le pouvoir à son fils Franck Biya. Nous n'allons pas permettre que un boulou du nom de Jacques Famendongo remplace un autre boulou du nom de Paul Biya. Ce sera la guerre civile. Et une guerre civile au bout duquel les néocolonialistes français qui imposent cette transition monarchique, cette transition du type patrilinéaire, vont tout perdre. Le Cameroun est différent du Gabon. Le Cameroun est différent du Congo. Le Cameroun est différent du Togo. Parce qu'au Cameroun, on a une partie anglophone et on a une partie francophone. Si déjà les anglophones, dans leur immense majorité, ont décidé de prendre les armes pour chasser le régime tribalo-génocidaire qui gère la tête du Cameroun depuis maintenant près de 40 ans, alors ne vous gênez pas. Vous pouvez être sûr d'une chose.
la majorité du peuple camerounais va se retourner contre la minorité tribale qui gère le Cameroun, avec des conséquences incalculables. Nous n'allons pas laisser qu'un boulot succède à un boulot. Nous n'allons pas laisser qu'un bia succède à un bia. Le peuple camerounais n'acceptera qu'une transition qui se fera dans des conditions faires pour tout le monde. Le professeur Maurice Kamto a précisé le cadre de cette transition, à savoir la réforme consensuelle du code électoral. On va s'asseoir à une table, on va réformer le code électoral. Première des choses. Deuxième des choses, au niveau de la composition d'Election Cameroun, il va falloir restructurer Election Cameroun. Il va falloir revoir les membres. Vous le savez tous. Election Cameroun est composé à près de 90% d'anciens ministres et de membres du RDP, c'est le parti au pouvoir. Election Cameroun est composé à près de 95% de la tribu présidentielle. Donc, il faut une restructuration des DECAM. Il faut introduire dans l'EDECAM des personnalités dont la probité morale est reconnue par tous. Il faut qu'au sein de l'EDECAM, que l'on n'ait pas une tribu qui soit majoritaire, qu'il y ait une sorte d'équilibre des régions et des compétences. Et la troisième condition sine qua non pour des élections transparentes au Cameroun, c'est que, au niveau de la Cour constitutionnelle, que l'on revoie la composition de la Cour constitutionnelle qui est composée à 90% des membres du parti au pouvoir et des anciens membres du gouvernement. Joseph Oona, qui siège au sein du Conseil constitutionnel, il mérite certainement sa place parce qu'il est un constitutionnaliste. Maintenant, le président de cette institution, M. Atangana, je suis désolé, il n'est pas un spécialiste du droit constitutionnel, c'est un spécialiste du droit administratif. Bien entendu, vous allez me répondre, le droit administratif fait partie du droit public. Oui, le droit administratif fait partie du droit public, mais le droit constitutionnel fait également partie du droit public. Et M. Atangana, étant spécialiste du droit administratif, n'a rien à faire dans la Cour constitutionnelle. Cette Cour constitutionnelle devait être revue, elle devait être aussi revue au niveau de la structuration. Je veux dire, on ne peut pas avoir une Cour constitutionnelle où la majorité des personnes qui y siègent sont membres de la tribu présidentielle quand ils ne sont pas tout simplement membres du parti au pouvoir. Et surtout que dans le cas, dans ce cas-là, dans le cas où vous et moi, nous savons qui sont membres du parti au pouvoir, c'est à près de 90%. Le Conseil constitutionnel est composé à près de 90% d'anciens membres du gouvernement camerounais et surtout des membres de la tribu présidentielle. Dans ces conditions, aucune élection fiable ne peut avoir lieu au Cameroun. C'est pourquoi nous n'allons pas leur laisser nous imposer quoi que ce soit concernant ces élections. Donc je vous le dis, et c'est pas là où je vais terminer parce que ça fait à peu près 1h15. Vous savez, au Cameroun, les gens n'ont pas assez de mégas. Nous n'allons pas nous laisser faire. Dans le cas où les conditions que je viens de préciser tout à l'heure ne sont pas respectées dans l'organisation des élections au Cameroun, alors ce sera la guerre civile. Parce que nous n'allons pas laisser la minorité tribale qui gère le Cameroun depuis maintenant 40 ans
installer un crétin, installer un illettré comme Franck Biya pour qu'il gère encore le Cameroun pendant près de 40 ans. Non, ça ne se fera pas. Voilà, j'ai terminé. J'espère que de par ma contribution, je vous ai permis de comprendre les différents clans et groupuscules du gris à gris et leur soutien au sein de l'armée camerounaise. Je vous dis merci. Merci à tous ceux-là qui sont restés fidèles sur cette page de la brigade anti-Sardina. Merci à ceux qui ont pris le temps de partager dans les différents groupes. Merci à tout le monde. Que Dieu protège le Cameroun. Que Dieu bénisse le Cameroun. Ayons la force de nos convictions. Battons-nous pour ce qui est juste. N'ayez pas peur. La peur a changé de camp. Ceux qui nous ont piétinés pendant 40 ans, qui nous ont volés pendant 40 ans, ils savent qu'on est à un tournant décisif. Et qu'il y a 90% de chances qu'ils perdent tout. Je dis bien qu'ils perdent tout. C'est à nous de croire à ces 90% de chances et d'agir en conséquence. Au revoir à tous. Bonne nuit.